Bonjour et bienvenue à Be-Back Podcast. Pierre-Olivier, cofondateur de Pixel Guru. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Geneviève Roy. En fait, Geneviève est une experte dans le domaine du coaching pour tout le volet FNR d'un concessionnaire. Aujourd'hui, Geneviève, en fait, va venir nous parler d'un projet de loi qui va être voté à l'Assemblée. Donc, quelque chose d'un petit peu plus sérieux, puis toutes les répercussions que ça peut avoir sur les concessionnaires, puis le monde automobile en général. Donc, salut Geneviève, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Ben oui, super. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Ça fait plaisir. Cheers tout le monde. T'as un bon contenu, t'as un bon sujet. C'est toi qui, en se croisant, en fait, au gala, tu m'as parlé. La semaine passée, ouais. Faudrait qu'on parle de ça. Puis je trouvais l'idée excellente. Geneviève, si tu peux prendre juste 5 minutes pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode qu'on a fait ensemble en 2021. Donc, les choses ont changé. Le post-pandémie et aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc, tu peux prendre juste un petit 5 minutes, juste nous expliquer ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais maintenant, ton entreprise. Puis après ça, on essaiera de parler de la loi. Bien, on pourra parler du projet de loi, mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire présentement pour que ça aille mieux au niveau concessionnaire automobile? Fait que, ben, c'est ça, je me présente, Geneviève Roy, fondatrice de l'Académie Coaching Elite. J'ai parti l'école en 2016, mais ça fait depuis 1998 que je suis dans l'automobile. OK. Donc, j'ai été FNI pendant 7 ans. FNI, directeur commercial, directeur financier, ça veut tout dire la même affaire. Ouais. Fait que je l'ai été jusqu'en 2005. Puis après, ben, j'ai été engagée par une compagnie d'assurance. Puis on a distribué les produits d'assurance, autant l'assurance crédit, l'assurance de remplacement dans les concessionnaires. Fait que notre rôle, tu sais, comme assureur, c'était vraiment d'enseigner c'était quoi le produit d'assurance, puis comment le vendre. Fait que ça, j'ai fait ça jusqu'en 2016. Puis j'ai parti l'école parce que je voyais pas où j'irais en fonction des valeurs. Je suis un peu tête de cochon, puis j'ai des valeurs très définies. Pour moi, l'être humain est super important. La personne qu'on coach, ben, pour la faire avancer, d'y mettre de la pression, je ne crois pas à ça. OK. En 2016, ça a été vraiment terminer la pression, il n'y en aura plus jamais dans ma vie. First, je m'en ferai pas mettre, puis j'en mettrai pas à personne. OK. Puis j'ai fait différents programmes, puis j'ai vu vraiment qu'on pouvait amener beaucoup de performances, mais sans pression. Effectivement. Bien fait, t'as pas besoin de mettre de pression. Non. Puis c'est tellement plus agréable. J'imagine. Ça va faire une meilleure ambiance. Ouais. Merci pour la courte bio. Puis, tu me parlais justement, quand on s'est croisés au gala de l'avant-première du Salon de l'Auto à Québec, tu me parlais du projet de loi qui allait être... puis là, je me souviens même pas du chiffre, du nom de la loi, là, mais tu peux peut-être m'en parler. C'est quelle loi? Puis ça concerne quoi, au juste? Ça s'appelle le projet de loi 30. Okay. C'est, dans le fond, c'est le ministre Éric Girard qui a amené ça à l'Assemblée pour le faire voter. C'est en train... Il y a plein de discussions, mais tout porte à croire que ça va se faire. OK. Le projet de loi 30, l'impact que ça a au niveau des concessionnaires, bien, de la grande industrie de l'automobile, là, c'est qu'on n'aura plus le droit de vendre l'assurance de remplacement. OK. Fait que c'est un gros morceau. Puis au niveau de l'assurance crédit, bien, au lieu que ça soit une vente sur, exemple, le prêt en entier sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, bien, ça serait une vente qui serait faite puis renouvelable année après année. Oh! Ouais, que le client décide si oui ou non il veut décider de renouveler son assurance. Fait que là, continuer. Ouais. Est-ce que ça implique une autre analyse de la situation du client ou il vient avec un droit de... Par exemple, est-ce que l'année d'après, s'il veut la renouveler, mais sa situation de santé, par exemple, a changé, est-ce que ça va être pris en considération ou tu as le droit à ton assurance pareil pour ton terme? Mais là, tu sais, ça va être les assureurs qui vont offrir un autre produit qu'est-ce qui est offert présentement. Okay. Tous les détails encore, je les connais pas de ce qui va être offert. Une chose qui est vraiment plate, c'est que c'est 190 millions de commissions qui ne sera plus versées dans l'industrie automobile. Dû à ce projet de loi-là. Bon, c'est sûr que les assureurs vont se revirer, vont sûrement sortir autre chose. T'sais, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'au niveau de l'assurance de remplacement, ben là, ça serait maintenant le GAP qui sera offert. Qui est là en location en ce moment. Oui, exact. Le GAP, là, c'est tout simplement, bon...
mon auto a déprécié avec les années. Ouais. Puis mon solde, il s'en va comme ça. Mais si je me fais voler ou j'ai une perte totale, puis exemple, mon assureur me paye 20 000, mais moi, j'en dois 22, bien, le gap, c'est le petit 2 000 que j'ai pas à sortir en location. Quasiment tous les contrats au Québec ont le gap. Ouais. OK. Mais donc, ça pourrait être applicable maintenant pour les achats. Les achats aussi. Pour les achats. OK. Puis comment on s'en est rendu là? Est-ce que c'est des problèmes qui sont arrivés ou je comprends pas pourquoi on changerait une formule qui fonctionne en ce moment? C'est quoi c'est sûr que la garantie de remplacement, à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est arrivé, j'ai fait mes petites recherches ce matin, c'est arrivé en 92. OK. Fait qu'en 92, les assureurs offraient pas tout le temps des valeurs à neuf. Il y avait différentes conditions. Puis bon, le marché de l'automobile est arrivé avec une garantie de remplacement. Puis bon, il y a toujours eu une bataille entre les assureurs puis l'industrie automobile. Ouais. Les assureurs disaient non, vous pouvez pas vendre ça, c'est un produit d'assurance. Puis les concessionnaires nous disaient non, c'est un produit de bien à la consommation, on a le droit de le vendre. Ouais. Puis, on l'a perdu, le droit de vendre des garanties de remplacement, en 1995. OK. Fait que je n'étais pas encore dans l'automobile. C'est à cause de ça qu'ils l'ont perdu, en fait. Parce que c'était pas encore là. T'es drôle. Fait que ça a été perdu en 95. Moi, je suis arrivée en 98. Puis bon, on avait retrouvé le droit de vendre des garanties de remplacement qu'on appelait à l'époque. Puis, c'était un produit super intéressant parce qu'à l'époque, on offrait 4 ans de couverture. Okay. Les valeurs à neuf, c'était seulement 2 ans. Ils les offraient pas pour toutes les autos. Ils les offraient pas pour tous les clients non plus. Fait que, en tout cas, moi, j'en vendais plein à l'époque. Mais ça a été vraiment une bataille année après année. Tu sais, les assureurs, non, on veut nous vendre l'assurance. Les concessionnaires, vous n'avez pas le droit de vendre ça. Mais c'est vrai que ça fait du sens un peu. Ça me fait penser à un Apple Care, là, par exemple. Là, c'est pour ceux qui ont des iPhones. Là, c'est pas tes assurances si tu le fais voler. Tu peux avoir un Apple Care ou si tu l'as échappé ou whatever. Tu n'as pas affaire à tes assurances. Mais théoriquement, ça pourrait probablement être assurable. Le monde ne fera pas ça. Là, mais, une garantie d'une assurance, c'est proche. Oui, exactement. Si je prends une garantie sur mon véhicule, est-ce qu'on dit que c'est un produit d'assurance ou c'est une garantie? C'est une zone grise, là, quand même. Exactement. Fait que tout ça, bon, il y a eu tout le temps comme différentes batailles à travers les assureurs et les concessionnaires. Puis bon, l'AMF a dit en 2010, c'est un produit d'assurance. On légifère, là, c'est un produit d'assurance. Okay. Et maintenant, ça s'appelle une assurance de remplacement. Fait que les assureurs devaient faire respecter les nouvelles règles que l'AMF voulait que ça soit fait dans les concessionnaires. Puis, c'est ça, il y a eu comme des modifications. En décembre 2018, il y a eu des modifications. Fait que l'industrie de l'automobile a toujours amélioré son produit. Okay. Tu sais, on offre 7 ans, il y a vraiment les franchises de payer. Il y a le trou. Tu sais, avant, quand c'était une garantie de remplacement, par exemple, là, on vendait, mettons, une garantie sur 5 ans. Si le client il avait un vol au bout de 2 ans, bien, il perdait les 3 ans qu'il avait payés. Quand l'assurance de remplacement est arrivée, non, ça c'était rendu créditable. Le trop perçu, on le remboursait. Fait qu'il y a eu plein de beaux ajouts de fait. Au début, une garantie de remplacement, tu pouvais comme seulement aller chez le concessionnaire d'origine pour te faire remplacer ton véhicule en cas de perte totale ou de vol. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, les gens peuvent aller où ils veulent, autant pour les réparations en cas de collision partielle, parce que ça paye les pièces d'origine et les franchises. Fait qu'ils ont tout le temps amélioré le produit. Moi, je trouve ça tellement dommage, PO, là, de perdre ce droit de vendre-là, parce que moi, c'est un petit produit chouchou que j'ai toujours adoré vendre. Mais pourquoi ils perdent si le produit était amélioré année après année, puis qu'à travers le temps, c'est modernisé, pourquoi ils perdent ce droit-là, les concessionnaires? Bien, c'est sûr que il y a beaucoup de pression de mise sur les directeurs commerciaux, sur les FNI. Beaucoup de pression à faire comme des chiffres toujours plus hauts. Hein? On veut des grosses moyennes, on veut faire des gros chiffres. Fait que si je mets de la pression sur la personne qui vend le produit, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle met de la pression sur son client après. Oui, malheureusement. Fait que la pression indue, ils en ont eu des plaintes à l'AMF. On m'a obligé de prendre ce produit-là. Est-ce que non, c'est normal? Non, ça ne l'est pas. Fait que toute la pression indue, toutes les...
des techniques de vente pas tout à fait un peu déloyales, tu sais. Mais en même temps, oui, OK, je peux comprendre que quelqu'un, un FNR dans un concessionnaire n'ait pas nécessairement expliqué le produit d'une bonne façon. Ou, si on te l'oblige. Ouais. PO, si tu veux qu'on te passe le financement, là, ça va te prendre une assurance de remplacement. Il va falloir assurer ton prêt aussi, puis ça te prend la garantie. On a entendu des histoires comme ça, mais les assureurs font ça aussi. Tu sais, pas peut-être qu'on en entend moins parler, mais dans le monde des assurances, quand tu appelles pour faire assurer ton véhicule, ils essayent des fois de te faire sous-entendre que tu es obligé de prendre ça, sinon ils t'assurent pas et compagnie. Fait que, je vois pas full raison. tant que ça entre les assureurs puis ce que les concessionnaires font. Les assureurs ont une licence. Les assureurs sont supposés de respecter des pratiques d'affaires qui sont conformes, sont supposés de respecter l'éthique qui a été mise en place. Bon, c'est pas parce que tu as une licence que tu vas être droite automatiquement, là. Mais oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas toujours beau ce qui se passe au niveau assurance. Puis c'est pas juste assurance au niveau de l'humain à qui on parle pour se faire assurer. C'est des fois au niveau des compagnies d'assurance. Ouais. Parce qu'avant de travailler pour un assureur, j'avais de 2015 à 2016, j'ai été 1 an où on magasinait les assurances pour les clients. Fait que chaque client qui venait en concession, on mettait ça dans un portail, il était linké, le client, à différents assureurs, puis les directeurs commerciaux recevaient les primes. Puis c'était malade, là, les montants qu'on faisait sauver aux clients. Là. Ouais. Mais c'était drôle de voir ce qui se passait en arrière-plan. Pourquoi? C'était quoi? Exemple, à l'époque, on avait... c'était 3 qui soumissionnaient. Des fois, j'avais comme 2 courtiers qui avaient les mêmes genres d'assureurs. ING, qui est maintenant intact. Des fois, je voyais des primes de 300-400 $ de différence entre 2 courtiers qui me sortaient des primes avec ING. C'est weird. C'est weird, c'est spécial, là. Quand même. Puis, tu sais, ce qu'on m'avait expliqué, c'est vraiment, ça dépend du portefeuille que tu as. Ouais. Si tu as un portefeuille qui est en bonne santé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réclamations dans ton portefeuille, tu as le droit à du flex. Du flex, c'est du rabais que tu peux accorder à tes clients. Fait que, puis ça, c'était à la discrétion du courtier de donner du rabais ou pas. OK. Fait que certains avaient le droit des rabais parce qu'il y avait un beau portefeuille, puis pas juste un beau portefeuille, un gros portefeuille de plusieurs millions. Tu sais, ça s'appelle la contingence au niveau assurance. OK. Si, exemple, tu as des ententes avec Intact, tu m'envoies 70 millions de business, tu vas avoir X montant de contingence. Puis c'est des gros chiffres là, qui sont envoyés. Là. Genre d'incitatif à continuer ta business. Très gros. Fait que là, je sais qu'il y a des assureurs qui ne m'aimeront pas qu'on dise des trucs comme ça, mais c'est de la réalité. Tu sais, je t'envoie beaucoup de business, fait que j'ai le droit à des belles récompenses. Mais un FNR n'a pas le droit de recevoir une bouteille de vin. Une carte cadeau. Les FNR, c'est ça. Faut normalement... C'est que, moi, présentement, là, ce que je vois, là, c'est qu'on est dans un point tournant pour l'automobile. Tu sais, c'est quelque chose de se faire dire, vous en vendrez plus. Vous en vendrez plus d'assurance de remplacement, puis l'assurance crédit, ça va pas être régi de la même façon, ça sera pas fait de la même façon. Là. Fait que là, on est, OK, parfait, on est à une croisée des chemins, on fait quoi? Est-ce qu'on se laisse faire en disant, on va se reprendre ailleurs? Ou on fait comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Définitivement, il y a de quoi qui fonctionne pas présentement dans les façons de faire, là. Puis c'est pas juste une concession, c'est plusieurs concessions où il y a eu différentes plaintes de l'AMF. Puis là, il faut... OK. Faut que je fasse une petite introspection. Là. Moi, si j'étais concessionnaire présentement, là, puis j'aimerais ça qu'avec des concessionnaires, on organise une table, puis on fasse comme... OK, on l'a échappé où, là? Ouais. Est-ce que c'est dans les performances qu'on a demandé à notre monde? Est-ce qu'on a été trop exigeant? Est-ce qu'on a mis trop de pression? Là, est-ce qu'on a, au niveau de la formation des employés, il y a des trucs qui se passent des fois que je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Un matin, je parlais à quelqu'un, il m'a dit, moi, quand j'ai rencontré mon directeur commercial il y a 1 an, il m'a dit, pas besoin de ça, une assurance de remplacement en location parce que vous avez le gap.
Puis là, je lui ai expliqué, je dis, hey, non, en location, c'est super bon, une assurance de remplacement, parce que tu vas recevoir la différence entre ce que l'assureur donne puis le prix d'un neuf. Le gap, là, comme j'ai dit tantôt, c'est juste le petit 2000, là. Ouais. Mais toi, c'est un vol, là. Veux-tu avoir, exemple, 30 000 à ta disposition pour t'en racheter un autre? Ah oui, toujours le fun. C'est au client à décider qu'est-ce qu'il veut, là. Je comprends. Fait qu'au niveau formation, c'est sûr que je prends pour ma paroisse. Ouais. Mais si on prend la formation, nous, on arrive, exemple, au niveau de la formation pré-emploi, avec une formation qui est 2 semaines si on la fait à temps plein. OK. Les gens peuvent la faire sur 3 mois maximum. Là, ils peuvent la faire à leur rythme parce que souvent, ils ont déjà des métiers. Mais on enseigne vraiment toutes les bases du métier. OK. Fait que tout au niveau transactionnel, là, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour être un vrai FNI, pour être un FNI, un expert, une référence dans ma concession puis avec les clients? Parce que ça a l'air simple, des transactions automobiles, mais c'est pas toujours simple. Non. Tu sais, si je vais à un commercial, OK, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie au niveau des taxes? Si les véhicules électriques, on a des subventions qu'on peut aller chercher. Où on va les chercher? Je rencontre un autochtone, il a le droit à un crédit. Qu'est-ce que je dois vérifier pour qu'il ait le droit? Tu sais, je nomme comme 3 exemples, mais je pourrais t'en donner toute l'après-midi. Il y a plein de trucs à maîtriser pour bien maîtriser son métier. Fait que tout l'aspect transactionnel, pour nous, c'est quasiment une semaine où on enseigne vraiment toutes les bases du métier. On enseigne aussi au niveau du crédit. Comment ça fonctionne, les bureaux de crédit? C'est quoi les pointages acceptables, moins acceptables? Les algorithmes, ça bouge comment? Je paye pas mon hypothèque, ça me débarque de combien? Je paye pas ma carte de crédit, mais mon pointage, le nombre de demandes, ça, il y a un gros mythe, là. les demandes. Tu sais, si je suis directeur commercial, puis, OK, j'envoie ça partout. J'envoie ça chez Desjardins, Avantage Caution, TD spécialisé. J'envoie ça des compagnies de 3e. Mais ça a un gros impact sur le bureau de crédit. Oui, ben oui. Si j'envoie, on va dire en première, dans des institutions régulières, là, ça n'a pas le même impact au niveau du pointage que si j'envoie dans une compagnie de 2e. Non, pas du tout. Ah, tu vois, je savais pas qu'il y avait une différence entre... Une bonne différence. Puis si je livre un auto ou si je livre pas d'auto, ça va faire toute une différence aussi. OK. Si j'envoie, exemple, 5 demandes en crédit régulier, puis je livre l'auto, ça va compter pour une demande. Fait que ça va y avoir un impact de 3 à 5 points, c'est pas majeur. Okay. Quand je m'en vais en 2e chance, je suis plus dans 25-35 points. Ah ouais. Puis si je livre pas l'auto, ben c'est l'addition de toutes les demandes. Puis les gens, on l'enseigne le crédit, là, nous autres, mais les gens, des fois, ils savent pas ce qu'ils font. Tu sais, exemple, là, t'as un jeune de 17 ans. Je sais pas si t'as des enfants. Oui, tu as des enfants, mais ils sont pas mal plus jeunes. Ouais, pas encore sur le bord de conduire. Il reste encore un peu de temps. Fait qu'il te reste un peu de temps à avoir encore des cheveux bruns. Ouais, c'est ça. Je commence, des cheveux blancs. Mais, tu sais, un jeune de 17 ans, est-ce qu'il y a des compagnies de financement qui financent les jeunes de 17 ans? Moi, j'ai déjà vu des demandes là, remplies, là, genre envoyées chez BMO ou chez Scotia, nanana. Il y a juste Desjardins qui prend mais tu viens de faire un méchant impact sur le bureau de crédit de ton jeune. Là. Ouais. Fait que des fois, la méconnaissance, je trouve ça plate de voir ça. On fait des trucs parce qu'on le sait pas. On pense que, OK, le client, il a 3 mois de job, je vais y mettre 2 ans. Ça va être mieux de même. Ouais, je comprends. Il y a plein de mythes par rapport au crédit, puis les gens ont vraiment besoin de bonnes formations sur le crédit pour bien travailler puis pas nuire aux gens. Fait que, tu sais, t'as tout l'aspect transactionnel, t'as tout l'aspect crédit qu'un FNI touche, puis t'as tout l'aspect vente. Puis souvent, les FNI sont mesurés juste sur la vente. Oui, effectivement. Mais t'es pas un FNI complet si tu sais pas ce que tu fais avec le crédit, puis si tu connais pas toute la transaction, puis... Ben oui. Tu sais, exemple, on l'a vu là, dans le temps de la COVID, là, des équités positives. Fait que je reprends un véhicule de mon client. Ouais. Il doit 40 000 sur son pick-up, on va dire. Il doit 40 000, puis on lui donne 45.
5 000 d'équité positive. C'est le fun. Ben, le client, il a le droit à économiser des taxes là-dessus. Le droit de tenir un rabais. Qui l'a fait comme faux? Je sais pas. Au niveau de la formation, il y a des trucs à revoir. Il y a vraiment... Puis s'il y en a qui veulent comme que l'UFNI soit super bien formé, moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à faire des certifications dans l'automobile. Ouais. Tu sais, niveau transactionnel, niveau 1, 2, 3, 4, tu passes tes niveaux. Tu peux peut-être les passer tout de suite si tu sais ce que tu fais. Parce qu'il y en a qui sont vraiment bons puis ils connaissent toutes les affaires. Bon, tu passes tes examens, t'as 80% montant, let's go. Pas besoin de faire de formation, mais si tu le sais pas, il faut que tu aies accès à aller chercher toute la formation. Là. Parce qu'au bout de la ligne, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. L'industrie en général a une réputation qui est quand même rough là, au niveau du consommateur. Là. Fait que j'imagine qu'un manque de formation avec le temps a apporté ce type de comportement-là. Manque de compréhension probablement aussi là, des produits en général, de la réalité du consommateur et tout, ont fait en sorte qu'on se retrouve avec un projet de loi qui risque d'impacter de façon négative la profession de FNI là, de façon majeure. Mais tu sais, il reste que les dirigeants, tu sais, il n'y a pas d'entreprise qui peut aller plus loin que son dirigeant. Puis dans sa compréhension, moi, j'ai des dirigeants, des fois, qui m'ont dit « Geneviève, j'en ai une super bonne, j'aimerais ça que tu me la formes en une journée. Ma nouvelle, elle va être écœurante. » Ouais. Il y a bien trop de stock pour former en une journée. Fait qu'il faut que les dirigeants comprennent l'impact d'avoir une bonne formation qui est ultra complète, que ça fait toute une différence au bout de la ligne pour ne pas faire d'erreur. Ouais. Au niveau des immatriculations, là, ma propre fille, quand elle est venue pour acheter son propre véhicule, le FNI n'avait pas fait un rachat de bail, n'avait pas fait le changement au niveau des immatriculations. Fait qu'il était encore au nom de Honda Canada Finance puis de la personne qui voulait vendre l'auto. C'est un méchant problème quand tu viens pour racheter le véhicule, là. Effectivement. Au niveau des taxes. Par chance, c'était pas listé, là. Mais ça avait été listé, là. Ouais. Grosse erreur de fait il y a plusieurs années. À cause que les gens. Ouais, mais j'entends des histoires tous les jours, PO. C'est triste de voir ça. Puis je voudrais tellement que mon industrie elle devienne plus professionnelle. Tu sais, je voudrais tellement professionnaliser le métier de directeur commercial. Puis pour le professionnaliser, oui, ça prend la formation, mais ça prend aussi, à un moment donné, il faut se pencher. Qu'est-ce qui est une bonne pratique d'affaires, puis qu'est-ce qui n'est pas une bonne pratique d'affaires? Ouais. Puis pour toi, ça a l'air de quoi une bonne pratique d'affaires pour le futur? L'industrie de l'automobile dans ce secteur-là, pour le futur, ça ressemble à quoi? Bien, des bonnes pratiques d'affaires, c'est, exemple, en crédit, comme je te parlais tantôt, je dis la vérité. Ça donne rien de arrondir. Ça fait 1 an et 9 mois qu'ils travaillent à la même place. 1 an et 9 mois, je m'en vais pas mettre 2 ans. Ils déclarent 42 000 par année. Je m'en vais pas écrire 60 000 par année. Ah ouais, c'est des choses qui sont faites fréquemment. Ben oui. Ah ouais. Puis les gens se rendent pas compte, mais il y a des flags qui sont levés. Hein? Quand tu rentres dans DealerTrack ou dans Route One ou ton système, plus tu rentres la vérité, plus tu dis toujours la vérité à tes analystes, meilleure est ta réputation auprès des banques, là, des institutions financières. Fait que de rajouter du salaire, on fait pas ça. De toute façon, des fois, ils ont accès directement au service de paye. Ouais. Fait qu'ils voient, OK, ce client, il reçoit tant, puis ça de déclarer, ça marche pas, là. Ouais. Fait qu'on peut-tu comme être transparent, on peut-tu être honnête? Tu sais, une bonne pratique d'affaires, exemple, en garantie. On va en parler. On va en parler. Des garanties, j'y crois à 100 000 $ quand c'est des bonnes garanties qui sont vendues. Tu sais, des fois, il y a des petites garanties qui couvrent juste le moteur transmission, puis des fois, tu as des couvertures complètes qui couvrent presque tout le véhicule, sauf des exclusions. Fait que si moi, juste pour faire de l'argent, je me dis, je vais vendre une petite garantie, puis je vais prendre full profit dessus. Exemple, je vends une garantie, le coûtant est 300, ça couvre le client 6 mois, 10 000 kilos, moteur, transmission, c'est tout. Ça couvre maximum 2005, puis je veux vendre ça 3 000.
C'est-tu une bonne pratique d'affaires? Non. Non, veut peut-être pas ton ça. industrie, là. Non. La réputation générale de l'industrie. Là. Fait que c'est pour ça que le projet de loi 30, ça arrive, c'est hyper plate, mais là, c'est le temps de faire comme, OK, on établit-tu toutes les bonnes règles de l'industrie, puis qu'est-ce qu'on veut avoir comme éthique? Parce qu'on s'entend que le client, le consommateur, il n'a pas toujours confiance en nous autres, hein? Effectivement. Mais là, en plus, le FNR, de ce que tu me racontais tantôt, est aussi dans une position où sa confiance peut être ébranlée autant envers le consommateur qu'envers ses fournisseurs qui sont les institutions financières. Fait que vous avez un rôle quand même important sur l'image au complet de l'industrie de plusieurs acteurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'impacts qu'on peut avoir dans ce bureau-là. Des impacts positifs comme des impacts qui sont plus négatifs. Oui, ben, je l'ai vu, j'ai déjà vendu des assurances-vie, en fait, en sortant de l'université, puis je le voyais qu'au bureau, on était peut-être sur 20 employés, je dirais peut-être 2 ou 3 à avoir un vrai intérêt à cœur de s'asseoir dans une maison et de faire de la couverture selon le besoin et non pas d'essayer de vendre une assurance. Puis souvent, les gens parlaient même pas du volet financier. C'est comme, j'en ai pas besoin pour vivre. Oui, mais il y a moyen de faire un plan de retraite à quelqu'un qui en a besoin d'un puis qui sait pas comment s'en faire un puis qui n'a pas les connaissances. Fait que j'imagine que le même principe, ça se fait aussi là, dans le monde automobile. Mais tu as dit de quoi super important. J'avais à cœur. J'avais à cœur mes clients. Fait que si je travaille en ayant à cœur mes clients, tu sais, de faire en sorte qu'il y ait la plus belle transaction possible, qu'ils soient le mieux protégés possible tout le temps qu'ils vont garder le véhicule. Si je mets l'intérêt du client en premier, l'argent suit. Parce que, tu sais, on va y mettre les protections, on va y proposer des protections qu'il y a de besoin. Mais si, pour moi, mon intérêt premier est juste sur l'argent, si j'ai pas à cœur ces intérêts, je vais y mettre un peu n'importe quoi, puis je vais essayer d'aller chercher le maximum de profit. Puis c'est pas... moi, je pense que si on veut un bel avenir en termes d'industrie pour l'automobile, il faut remettre le client vraiment au centre de toutes nos décisions, de nos préoccupations, puis faire en sorte qu'il y ait la plus belle expérience possible. Crime, ça coûte cher, les autos, là. C'est souvent le deuxième achat le plus important de leur vie, là, J'ai vu, c'est 62 000 le prix moyen des autos l'année passée. Ah ouais, ça se peut, je sais pas. C'est énorme, là. Les autos sont rendus chers aussi, là. C'est fou, là. Fait qu'ils sont chers. Il y a des très belles protections, tu sais, des protections en pré-vente qu'on peut mettre sur les véhicules qui valent vraiment la peine pour plusieurs, tu sais, en assurance crédit. C'est pas tout le monde qui est bien protégé à job, là. Puis des fois, on a de l'assurance salaire, mais on est à 66 %. Fait que déjà à 100 % les gens en mettent beaucoup ces cartes. Fait qu'imagine quand il en manque une grosse partie. T'arriveras pas, c'est sûr. Là. Fait qu'il y a des super beaux produits. Mais il faut juste comme remettre vraiment le client au centre de nos préoccupations, puis ça va faire toute une différence. Puis je pense, pour les concessionnaires en titre, là, c'est comme la formation. C'est important que les gens soient bien formés. Tu sais, moi, je pense une licence, une certification, ça pourrait juste faire du bien à l'industrie aussi. Une supplémentaire à celle qui existe. Il n'y en a pas, présentement. Oui, il faut avoir une licence de l'AMF, non? Pour être FNI. On n'a pas besoin d'une licence AMF pour être FNI. C'est pas une formation... Il n'y a pas de certificat de conformité de l'AMF qui est offert. Il y a vraiment... Ah ouais, j'étais sûr que oui. Non. En 2019, quand il y a eu un remaniement au niveau des règles, l'AMF a dit aux assureurs, voici là, ce qu'on veut vraiment qu'il soit respecté par vos concessionnaires, vos clients. Okay. Puis, il y avait eu comme des discussions sur on va avoir une licence, puis il n'y en a pas eu. Fait qu'on est vraiment sous la loi 188, la loi de la distribution des produits et services sans représentant, mais il n'y a pas de licence. Ah, mais oui, ça serait... Je comprends pas qu'il n'y en ait pas, en fait. J'étais sûr et certain. Tu as les assurances, mais tu as le reste aussi qui est important. Là, le crédit est important, les garanties, c'est important aussi. Tout est important. Exact. Fait que d'avoir une certification... tu sais, je regarde juste... Aux États-Unis, il y a un gros groupe des FNI qui s'appelle Ethical Finance and Insurance Manager.
Fait que pour eux, l'éthique, là, c'est mis en premier lieu. Ouais. Pour nous, ça serait bon aussi que l'éthique vienne 100%. Dans nos propos. Ah ouais. À part mettre le client au centre, qui est un concept, un bon concept, mais qui reste peut-être vague, est-ce que tu as des conseils ou comment on peut faire pour redorer cette image-là un peu dans le futur d'une relation entre un FNI et un consommateur? Comment on peut redorer la réputation? Ben c'est, premièrement, on met le client au centre des intérêts. On connaît bien nos produits. C'est important. Il y en a qui vendent des produits, mais qui les connaissent même pas. Ouais. Fait que ça, c'est important. Quand même. Ouais. C'est vraiment de poser plein de questions à son client pour vraiment découvrir qu'est-ce qu'il a de besoin. Tu sais, si je te parle, PO, là, tu viens acheter ton véhicule, tu vas garder ton auto 1 an ou tu vas la garder 7 ans. Tu n'auras pas besoin des mêmes protections. Fait que je m'intéresse sincèrement à toi, à tout ce que tu as de besoin. Puis, mettons que tu la gardes 6 ans, là. Qu'est-ce qui fera en sorte que tu resterais satisfait de ton nouveau véhicule pendant les 6 prochaines années? C'est une question? Oui. S'il ne casse pas, c'est un bon début. Ça, on peut pas... on peut pas le garantir, malheureusement, tu sais, parce que, je sais pas si tu le sais, là, mais en 5 ans, ça a doublé les bris mécaniques, ces autos. Tabarouette. Quand on prend le GD Power, il y a tellement d'électronique, il y a tellement de technologie, il y a beaucoup plus de bris mécaniques. Fait que ça, on peut pas te dire « je te promets qu'il brisera pas ». On peut te promettre d'autres choses, par exemple. Ouais, comme quoi? Mais on peut te promettre que si, advenant des bris, ben, les factures vont être payées par un autre que toi. Ah ouais, OK. Ça, je voulais dire. Que ça me coûte pas de sous, du moins. Que je ne pas ressortir de l'argent de mes poches. Surtout que les paiements sont quand même rendus élevés. Vraiment. Donc, effectivement, si je peux ne pas avoir ressorti des sous down the road, je serais heureux. Fait que, pour un FNI là, éthique, là, c'est vraiment d'expliquer au client tous ses droits et ses privilèges en tant qu'acheteur. Puis, d'offrir ce qu'il y a à offrir avec de l'enthousiasme, avec une belle conviction, puis vraiment beaucoup de transparence. Voici aussi les exclusions. Voici tout ce qui est couvert, mais voici les exclusions. Quand tu le sais, quand c'est clair, c'est honnête. Oui. Puis, le podcast, juste avant, je recevais... Dominique on a abordé... Dominique Sigouin? Non, okay. Dominique Dubois. Puis on abordait le même volet au niveau des ventes. Puis justement, la transparence est un point qui ramenait souvent. Puis une chose qu'il faisait lui-même quand il vendait des véhicules à l'époque, c'est qu'il proposait les 3 façons de financer le véhicule, en location, en achat et cash, puis le coût réel de chacun. Puis il dit, il n'y a pas personne qui va y présenter ça en général, mais... c'est ça pareil, t'sais. Puis je suis juste transparent, je vous le dis, si vous l'achetez cash et que cet argent-là, vous ne la placez pas ailleurs, mais qu'il y a quand même un coût à ça de l'acheter comptant. Vous payez un véhicule 80 000 comptant, 100 000 comptant, il y a un impact quand même financier. Le 100 000 vous le placez à 5, 6, 7 % d'intérêt. Il y a quand même des revenus qui peuvent découler de ça que vous n'aurez pas. Fait que c'est pas juste cash puis je m'en débarrasse, il y a quand même un coût total à avoir une location. Un achat avec le paiement, votre véhicule de 50 000 vous coûte 70 000. Pour être capable d'expliquer ça, il y avait des connaissances. Fait que c'est pour ça que la formation a tout son intérêt dans donner aux gens toutes les connaissances qu'ils ont besoin, de développer toutes les compétences qu'ils ont besoin pour devenir vraiment des FNI élites. Puis on établit, j'ai un groupe de directeurs financiers dans Facebook de quasiment 2000 FNI, puis on a établi qu'est-ce qu'était un FNI élite. Fait que c'est important. Il faut se donner des règles, puis il faut vouloir professionnaliser le métier. Je suis totalement d'accord. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour... que les consommateurs gardent leurs droits? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... tu parlais d'une table tantôt, c'est quand même une bonne idée, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui face à ce projet de loi-là qui Je ne sais pas par rapport au projet de loi 30. Moi, on m'a dit que c'était en train... les articles, les derniers articles en train de se rédiger sur des technicalités. Fait que je suis pas sûr qu'il n'est pas trop tard. Ben, j'espère que ça va changer. J'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus que j'ai mis dans LinkedIn, que j'ai en quoi le projet de loi 30 est une erreur monumentale si ça passe. Puis
vraiment, les consommateurs vont perdre beaucoup. Puis ceux qui travaillent bien vont perdre beaucoup aussi. C'est dommage parce qu'il y en a plein qui travaillent bien. C'est pas l'ensemble de l'industrie qui travaille pas bien. Ah, c'est probablement la majorité qui travaille quand même bien. Et malheureusement, comme beaucoup de choses dans la vie, on paye souvent pour les gens. Mais c'est pas une petite minorité. C'est qu'il y en a c'est quand même, il y en a pas mal qui travaillent pas bien. Puis il y a beaucoup dans le fait qu'ils travaillent pas bien parce qu'ils ont beaucoup de pression de mise, soit de la direction, des fois, soit même du fournisseur d'assurance qui arrive. J'ai entendu des histoires de FNR qui disaient, ils viennent puis ils me font brailler, Geneviève. Ouais. Ils me font pleurer de toute la pression qu'ils me mettent. Faut que je m'enregistre. Si je dis pas tel mot, c'est pourquoi t'as pas dit ça? Pourquoi t'as pas fait ça? C'est comme, à un moment donné, tu sais, une traque de vente. Moi, je crois pas à ça. Une traque de vente unique, universelle pour tout le monde, là. Parce que toi, ta personnalité, j'ai la mienne, tout le monde a sa personnalité. Oui, ça prend un processus. Je dois gagner la confiance de mon monde. Je dois découvrir les besoins. Je dois faire une belle proposition au niveau des solutions, la rendre le plus irrésistible possible. Je dois arriver dans une conclusion. Je dois aimer avoir des objections, tu sais, jouer avec ça. Ça, c'est le processus. Mais une traque, mot à mot, il y en a qui font ça, vraiment. Il y en a plein qui font ça, PO, là. Tu dis ça, tu fais ça, tu fais un silence là, nanana. C'est un show, là. C'est un show, sauf que les clients nous voient venir à 100 000 à l'heure, tu sais. Puis si j'essaie de t'en passer une, que tu la vois pas... Ça, la confiance est terminée. Si tu me vois, tu vois, c'est ça, il n'aura plus de confiance, ça. Ouais. Fait que j'ai pas besoin de te cacher rien. J'ai juste besoin d'être honnête, transparent. Beaucoup de FNR de mon... c'est pas un volet dans le monde automobile que j'ai exploré beaucoup, mais c'est quand même je sais que c'est un domaine de performance, beaucoup. Là, on en a parlé un peu au début, mais du monde, de ce que moi j'ai vu et senti, beaucoup de fierté. Et les gens ont... Par exemple, quand il y avait des périodes de formation pour être FNI ou du coaching, il y a beaucoup de résistance quand même. Puis je trouve ça étonnant du monde des FNI. Puis même les vendeurs aussi, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, sont plus enclins à s'ouvrir, beaucoup. Mais je trouve que dans les FNI, il y avait beaucoup de non, je sais ce que je fais. Puis, souvent, c'est que la formation, si tu répètes toujours la même affaire, à un moment donné, pourquoi j'irais t'écouter, tu m'énerves là. Je l'ai entendu il y a 6 mois, ce que tu me dis là. Fait que c'est sûr que si tu n'as pas évolué en termes de formation que tu donnes à ton monde, c'est proche. Mais la formation, tu sais, pour amener quelqu'un à devenir l'élite, il y a dans le savoir-faire. Oui, je dois maîtriser des bonnes techniques de vente, je dois être à l'écoute, je dois améliorer ma façon de communiquer et tout. Mais je dois aussi travailler mon savoir-être, ma posture d'excellence. Si j'arrive avec mon client, j'ai une belle assurance, j'ai confiance en moi parce que j'ai travaillé comme tout mon savoir-être, ça fait pas en tout la même impact auprès du client que si... c'est pas un cachet, là, si je m'en vais rencontrer Colin. Puis là, tu le rencontres, puis en 5 minutes, tu finis, il est sorti du bureau. Ouais. L'attitude qu'on a fait toute une différence. Puis, comme vendeur, comme FNI, comme entrepreneur, j'ai pris plein de formations comme entrepreneur, là, beaucoup de mindset qu'on travaille. Parce que je peux avoir des idées de stratégie marketing, de développement par rapport à mes opérations, par rapport à tout, mais si j'ai pas une bonne attitude, puis ça, je le travaille énormément. C'est 80% de la réussite, normalement. Si j'ai une bonne attitude mentale, là, si j'ai une belle... Surtout en vente, tout ce qui est relié en vente. Un comptable, c'est l'impact est peut-être moins fort, mais en vente... pas un papier! Mais en vente, c'est vrai que l'attitude, en général, peut influencer beaucoup les résultats. Énormément. Parce que les résultats vont paraître selon... ça paraît quand quelqu'un est content de te voir. Ben oui! Ça donne envie aussi de t'asseoir, de jaser, puis ça donne un sentiment de confiance. Mais P.O., si là, mettons que je suis ton directeur, puis là, ben moi, à chaque semaine, on se rencontre, là, puis OK, pourquoi là, t'es juste à 1200, on va dire n'importe quel chiffre, là, à 1200 de moyenne?
ben là, j'ai rencontré tel client, il a acheté un véhicule de seulement 10 000, celle-là, je ne l'ai pas rencontré, c'est ça. Tu vas embarquer beaucoup en mode excuse pour trouver pourquoi tu es à une basse performance, tu sais. Versus, OK, là, tu es là, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour avoir des meilleures performances? Tu sais, faut apprendre à poser des bonnes questions, puis il faut comme shifter sa façon de penser à être plus en mode solution qu'en mode je m'excuse par rapport à ce que je viens de faire. C'est vrai. Fait que c'est vraiment, tu sais, au niveau de la direction, c'est de poser des bonnes questions. Puis même, on peut être son propre coach. Moi, je rencontre un client, je fais tout ce que je peux avec le client, puis finalement, il n'achète rien. Hey, je peux être fière de moi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis finalement, le client, il n'en veut pas de mes trucs. C'est pas la fin du monde. Aussi, là, Ben oui, c'est sûr, ça se peut, là. Exact. Fait qu'il faut vraiment... au lieu de se dire, je vais être fier de moi par rapport aux résultats, je vais être fier de moi si je fais tout ce que j'ai à faire. Sur les efforts déployés. Oui, sur les efforts. Puis si je suis en constante amélioration, si je cherche tout le temps à devenir meilleur, bien là, je peux être fier de moi. Puis tout le sentiment d'accomplissement, tu sais, comment tu te sens comme personne quand tu apprends des nouveaux trucs. C'est pas comme, ah non, moi, je fais tout le temps la même affaire depuis 25 ans. C'est vrai? Tu te sens pas fier de toi? Non, effectivement. On n'a pas déjà fini? Bien, ça tire à sa fin, effectivement, Geneviève. Merci beaucoup. Y avait-tu quelque chose d'autre que tu voulais rajouter sur le sujet avant qu'on conclue? Ou... Ben moi, je ne souhaite que le meilleur. Je souhaite que le meilleur pour l'industrie. J'espère vraiment que ce qui se passe présentement, ça va permettre de faire des belles prises de conscience puis de se dire, OK, qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et différent pour les prochaines années? Pour faire en sorte que nos clients reprennent confiance en nous, pour faire en sorte aussi que nos employés soient heureux. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais un employé heureux va augmenter sa productivité de 31 Et plus. Et plus. Fait que si je suis heureux comme employé, là, si je suis bien dans ma concession, si je m'accomplis, si je continue de grandir et tout, je vais me sentir bien, puis je vais avoir un impact auprès de mes collègues, je vais avoir un impact auprès de mes clients, auprès de la direction. Tout va être plus fun. Là. Très d'accord. Toi, qu'est-ce que tu souhaites pour l'industrie? Beaucoup de choses. C'est une industrie que j'adore, sincèrement, que... En rentrant dedans, j'y allais pas de reculons, mais je sortais des assurances. Je n'ai pas travaillé longtemps en assurance. J'ai travaillé en concession par la suite. Je sortais de l'université, c'était pas comme une industrie dans laquelle je voulais me diriger particulièrement, mais j'y ai pris goût avec le temps, puis en développant Pixel Guru par la suite, évidemment... ça a juste amplifié mon goût de l'industrie. C'est une industrie tellement complexe que je crois que c'est pour ça que j'aime ça, parce que je reçois, par exemple, comme aujourd'hui, des gens de tout type de domaine auxquels j'ai pas nécessairement eu la chance. J'ai eu une carrière de peut-être 3-4 ans dans l'automobile. J'ai pas travaillé très longtemps en concession. J'ai travaillé comme représentant. Fait que, ma vision, moi, du monde automobile était relativement niche. Fait qu'après ça, je suis tombé comme... avec Pixel Guru, à travailler avec les concessionnaires, mais le podcast, par exemple, me permet de vraiment comprendre tous les aspects d'un concessionnaire. C'est excessivement complexe quand tu le regardes d'un overview comme ça. Un concessionnaire, c'est pas une petite business, là. Puis je trouve ça le fun. J'aime le monde automobile parce que c'est excessivement complexe. Puis il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre, te développer. Puis des conversations comme ça, comme aujourd'hui, pour moi, ça m'enrichit. Puis j'adore ça parce que même si je le réutiliserai pas nécessairement dans le day-to-day, là, je deviendrai probablement pas FNR, du moins pas dans les prochaines années. C'est pas dans mes plans. Ce serait sûrement bon. Peut-être. Mais j'adore ça en parler. J'adore connaître c'est quoi la réalité des gens qui travaillent dans l'industrie qui m'intéresse. Là. Que je souhaite que du bon. Donc, ça me fait de la peine un peu d'entendre que quelque chose comme ça est un peu, comme tu disais tantôt, une épée Damoclès là, qui traîne au-dessus de la tête des FNR. Mais c'est là, mais un coup que ça va être voté à l'Assemblée, il paraît qu'on va avoir 1 an pour s'adapter à ce qui va se passer. Fait que ça sera pas du jour au lendemain terminé. Là. Non, mais ça veut dire que c'est un move qui va arriver, qu'on va devoir... Qui est plate, mais j'espère que ça va être juste un « OK, on se réveille, gang ». Ben, presque toutes les fois, l'automobile, c'est... a mangé une claque, puis a fini par se revirer. Puis
Ouais. C'est toujours bon pour tout le monde à la fin, sauf que, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de concessionnaires automobiles qui n'ont pas nécessairement la même flexibilité, la même réponse au changement. Puis, malheureusement, c'est ceux qui n'ont pas cette même réponse-là, ça fait plusieurs années là, que les petites claques qu'ils reçoivent, à chaque fois, ils commencent à faire mal, puis les entreprises commencent à... Avant, même si c'était pas super bien géré, je pense qu'un concessionnaire pouvait quand même faire de la belle argent, puis que ce soit pas trop compliqué, puis que ce soit une belle business à avoir. Aujourd'hui, si t'es pas super... Il y a eu la manne COVID, là, que ça rentrait très bien. Ça a accéléré les choses encore plus, puis fait qu'il y a beaucoup de changements, donc c'est difficile pour un concessionnaire, je pense, de garder le rythme. Si on est habitué d'être flexible puis de faire des changements, je pense que ça va bien, mais il y a beaucoup de concessionnaires que c'est pas nécessairement leur réalité. Mais il faut évoluer parce que le client, le consommateur évolue. Fait que nous, si on n'évolue pas, éventuellement, c'est d'autres choses qu'on va frapper, tu sais. Ça se peut que les manufacturiers commencent à vendre direct de plus en plus. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme concessionnaire? Je pense pas. Ça dépend toujours de la formule, mais effectivement, comme concessionnaire, si mon manufacturier vend direct, je viens de perdre beaucoup au passage. Il va me rester le service. Probablement que la majorité des propriétaires de concessionnaires ne préféreraient pas cette situation-là. On veut pas ça. Puis, tu sais, on veut-tu que l'OPC débarque dans nos concessionnaires puis commence eux aussi à nous régir? OK, finalement, vous avez plus le droit de vendre des garanties. Ça va être vendu directement au consommateur, de la compagnie de garantie au consommateur. Ouais. OK, fait que ça va faire un gros impact. Si c'est des trucs comme ça, si on laisse ça se dégrader, on va perdre beaucoup au change. Mais moi, je crois beaucoup aux solutions. Je crois beaucoup qu'on peut vraiment prendre en main, faire « OK, ça, je l'ai échappé. Maintenant, voici ce qu'on va faire, puis let's go, on y va. » Oui, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Merci Geneviève. Cheers à ton verre qui est presque plein encore. Cheers tout le monde. Salut, bonne journée. Merci beaucoup.